Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que, Georges m'a abandonné lâchement pour faire une matinale avec, Jacques Sapir, chez Front Populaire ou du moins tourner une vidéo et que mes autres camarades ne sont pas disponibles aujourd'hui. Mais, je vous ai préparé un certain nombre de choses et surtout, on va essayer de faire un truc un peu plus interactif, pour une fois. Où, il faut pas hésiter, vous pouvez poser vos questions et comme ça, on va essayer, de résoudre, les différents points. Alors, il y a une grosse vidéo qui va sortir aujourd'hui sur le salon de l'agriculture, longue vidéo, donc plus d'1 heure et demie, d'entretien, d'analyse et cetera. En particulier, on a essayé d'obtenir des réponses, d'une entreprise Sodial sur la juste rémunération des agriculteurs. Séquence magnifique où on nous a dit que personne n'était habilité à parler du sujet au salon. Alors oui, Jean-Pierre, j'ai demandé, mais je me suis rendu compte bien tard que effectivement personne n'avait été pris en remplaçage. Mais c'est pas très grave. Alors déjà, on va commencer avec une vidéo inédite de l'entretien de Trump et Zelensky. Alors j'ai 2 vidéos inédites. Vous allez voir, c'est les médias de mainstream ne vous montrent jamais ça. Alors regardez, on va commencer par ces 2 vidéos et on va analyser qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos. Alors la première donc totalement inédite. Donc comme vous voyez, la censure a caché, cet affrontement. Bad Il y a boys, une bad deuxième boys. vidéo. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Alors, je tiens à préciser que c'est de l'intelligence artificielle, c'est ce que j'allais dire, parce que certains seraient pourraient croire que c'est la réalité. Ce n'est pas parce que Donald Trump est président des États-Unis que tout est bouffonnerie, même si on pourrait se dire que un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les choses sont très compliquées. Alors je vous ai passé ces 2 séquences parce qu'elles pullulent sur les réseaux sociaux et ça m'a fait beaucoup rire. Mais ça montre surtout, un sujet que moi, dont lequel je parle depuis très, très, très longtemps, heu, c'est la question justement, de l'intelligence artificielle. Parce que justement, c'est de mieux en mieux et comme, c'est de mieux en mieux, très rapidement, ben, on risque d'avoir, des vidéos où ce sera difficile de déterminer si c'est réel ou pas et donc des gens pourraient penser encore, que, bah, Donald Trump s'est vraiment, tabassé avec, comment ça s'appelle? Zelensky et même, on peut imaginer que ce sera des fausses rencontres et c'est là où ça peut être dangereux. Alors oui, Fred Krum, ils disent: «Heureusement pour l'instant on arrive encore à distinguer que c'est de l'IA». Bien sûr, parce que là c'est grotesque. Mais, vous imaginez pas, par exemple, on est en train justement, dans le cadre de Fréquences Populaires, de traduire un certain nombre de vidéos, dans des langues étrangères. Or les outils de doublage permettent d'entraîner, l'intelligence artificielle avec le modèle de voix, de la personne, donc qui va être doublée et ce modèle de voix-là, on pourrait imaginer de redoubler la personne en français. Donc la personne a parlé en français, la redoubler et modifier légèrement ce qui a été dit et là, vous voyez tout de suite le danger parce qu'avec un clonage de la voix, c'est très, très, très dur de pouvoir, comprendre, ce qui se passe ou pas. Mais bon, on va attaquer cette revue de presse justement sur un sujet, heu, qui est le sujet du jour. Alors, je tiens à préciser que hier, hein, est sorti aussi un nouvel œil de Kousma et
cette, nouvelle œil de Kousma justement traite aussi, de cette situation en Ukraine et cetera. Mais je crois qu'au moment où il l'a fait, il n'y avait pas eu encore les annonces de Trump. Donc on va parler tout de suite de cette annonce qui est ici donc Trump a décidé de geler, l'aide, militaire à l'Ukraine pour amener alors, ce qu'ils disent pour amener, Zelensky à un cessez-le-feu. On va être très clair, c'était prévisible, on savait même avant, l'investiture de Trump qu'il ferait ça, puisqu'il l'avait déjà dit, de nombreuses fois. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors déjà, alors je reprends mes notes, hein, je suis désolé, je triche. On peut dire qu'il cesse un peu l'hypocrisie parce qu'il faisait semblant, de continuer à aider et cetera, mais en vrai, bon, heu, on voit bien que, sa décision est toute prise. C'est juste que pour l'opinion politique américaine, il peut pas aller trop vite, mais quand même, on voit que ça bouge. Alors, il y a quand même on est face, il y a eu des années et des années d'aveuglement stratégique. Il faut pas oublier que Donald Trump est celui qui a le plus armé l'Ukraine avant la guerre, hein. Donc bon, c'est un revirement assez particulier, mais donc il décide de suspendre l'aide américaine. Il met ainsi fin justement au cycle infernal d'escalade militaire mené par les États-Unis et ce qu'on voit, c'est à Bruxelles et à Paris, on est scandalisés. Donc, pourtant ça reflète une, réalité incontournable. L'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie et la poursuite du conflit ne fait qu'aggraver les souffrances de la population sans issue viable. Alors, Anne-Marie Perrard dit: «Sur la vidéo, on a pu voir Donald Trump reçoit un coup de pied dans la figure et tomber dans son fauteuil». Et oui, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que d'ailleurs, certains parlent de Musk. Musk arrête pas justement, de publier des vidéos, antagonistes à l'Ukraine en disant que, les détournements d'argent et cetera. Mais surtout, depuis 2022, l'Ukraine a été transformée dans un terrain d'expérimentation pour les industriels de l'armement occidental. Pendant que des soldats servaient de chair à canon dans une guerre dont personne à Washington ne voulait vraiment sortir, derrière le grand récit du soutien inconditionnel, l'Occident s'est contenté d'envoyer des armes tout en refusant d'engager directement ses forces, démontrant bien que l'Ukraine n'était jamais qu'un pion sacrifiable sur l'échiquier géopolitique. En refusant justement d'accorder, un soutien militaire indéfini, Trump rappelle que les intérêts américains ne se trouvent pas dans une guerre sans fin contre la Russie, mais dans une réorientation vers des priorités internes. À Moscou, cette décision est effectivement perçue comme une validation tardive de ce que le Kremlin affirme depuis les débuts. L'Ukraine a été instrumentalisée dans un jeu cynique où elle n'a jamais été maître de son destin. Poutine, qui a déjà consolidé ses positions stratégiques en Crimée et dans le Donbass, peut désormais espérer un règlement du conflit à des conditions réalistes, loin des illusions de victoire totale entretenues par Kiev. Peut-être que la diplomatie, justement, dans ce cas-là, va reprendre ses droits, parce qu'on est face, à des années, d'escalade insensée. Mais la grande question, c'est comment vont réagir le lobby, militaro-industriel, les faucons néoconservateurs? Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Et surtout, est-ce qu'en coupant le robinet de l'aide militaire, Trump impose un retour au réalisme, stratégique ou bien il est dans un autre combat, on le verra, dans l'avenir et surtout, bon, le message, c'est que de toute façon, on ne peut pas construire la paix si on continue à envoyer des missiles. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est, voir les rapports de force sur le terrain et aujourd'hui, ils sont pas favorables à l'Ukraine. Donc ça, c'est sûr qu'on voit bien, on va dire, c'est téléphoné, hein. On l'a dit depuis très longtemps, il faut savoir arrêter une guerre, à un moment ou à un autre, ne serait-ce que parce que, il y a un moment, il y a plus personne pour combattre. Donc c'est important. Alors en plus, il faut savoir que par exemple, alors je vais essayer de vous poster, cette vidéo.
Heu, cette guerre aussi a permis, alors on a vu, l'importance, de l'action des drones, hein. Et ben, mieux que toutes les défenses aériennes, c'est assez, fou, c'est-à-dire qu'on dépense des milliards en missiles, systèmes antimissiles et tout ce que vous voulez. Et ben, je vais vous partager. Regardez ce que les Russes ont trouvé pour contrer les attaques de drones ukrainiens. Alors, un instant, je vous partage cette vidéo. Voilà le meilleur système. Дорога по туннелю, по Бахмутскому туннелю. Как будто хрустальный туннель такой, да? En gros, le système. Сетки натянуты для того, чтобы ехать и... Voilà. Donc, ce que je disais, c'est le système anti-drone russe, pas besoin de batterie missile, ils ont tendu des filets. Et donc, ces filets, permettent de bloquer les drones contre les attaques. Donc c'est vrai que alors c'est assez intéressant parce que cette guerre a cassé un peu les logiques de plus l'armement est compliqué, high-tech et cetera, mieux c'est. En réalité, on voit que le low-tech a marché très bien, hein, entre les drones DJI et maintenant les filets pour empêcher les drones. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que non, ce n'est pas des dromadaires volants, mais voilà. Donc on est face à un conflit enlisé, pour les Ukrainiens, sur lequel il y a pas d'issue, où ils ont le plus grand mal à recruter des hommes. Il faut arrêter, en fait, parce que sinon, il restera plus rien de cette population-là. Il y aura juste des zones dévastées et que moi, par exemple, en bon pacifiste, même si on peut dire: «Voilà, mais c'est dégueulasse, c'est une capitulation et cetera». Gagner à la Pyrrhus, sans avoir plus personne derrière, ça sert plus à grand chose. Donc c'est important, effectivement, de remettre en contexte tout ça. Espérons, qu'on redevienne raisonnable et surtout que nous, parce que c'est ça qui est le plus problématique, on n'accélère pas vers une fédéralisation pour essayer de vouloir, être meilleur que les Américains et c'est vrai que, pour l'instant, c'est quand même un risque qui existe. On verra, on verra, on verra. Peut-être que ça va bouger encore aujourd'hui. Je pense que de toute façon, d'ici le printemps, il y aura des accords ou du moins la situation ne restera pas en l'état. Et peut-être d'ailleurs que ce brassage de vent à l'Union européenne n'est fait que pour, masquer, on va dire, pour conserver un peu de superbe en disant: «Regardez, nous on les a soutenus plus longtemps que les Américains». Mais peut-être qu'on va lâcher dans un mois et on dira: «Ah bah oui, sans l'aide américaine, on a essayé» et cetera. Donc peut-être tout ça n'est que de la communication, ce qui est très probablement le cas. Alors, un autre sujet, il faut savoir que là, donc au Caire est en train de donc il y a le sommet, donc un sommet pour discuter du projet de Trump, donc Gaza Trump, dont on avait partagé, la vidéo ici. Donc, je vais reposter cette vidéo parce que je crois qu'elle est tellement lunaire que si on la montre pas, les gens ne pensent pas que c'est exact. Donc voilà le projet de Trump, heu, donc, qui vend pour, Gaza. Tunnels coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Peace and death would be done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Peace and death would be done. Trump Gaza number one. Alors voilà, ça c'est je suis désolé, hein, j'en perds, mon latin, mon grec, mon chinois, mon russe, mon espagnol, mon italien.
Voilà, c'est ça se passe tellement de commentaires, en fait, cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que donc ce sommet arabe au Caire, on peut dire que c'est la routine de l'inaction diplomatique. C'est-à-dire que les dirigeants arabes ont une capacité à se réunir pour rien décider. Franchement, les seuls qui les battent vis-à-vis de ça, c'est les dirigeants de l'Union européenne. Donc ils sont quand même bien haut dans le classement, même si nous, on est quand même très loin devant. Et ça fait partie encore j'aime bien toujours valoriser, là où on est très fort. Ben, on est très fort là dans la routine de l'inaction diplomatique. C'est dommage parce que la France est un beau pays, en termes de diplomatie, mais voilà. Depuis qu'on a un certain, j'ai c'est horrible, j'allais dire Donald Macron, mais c'est presque ça. Ou, Elon Macron ou peut-être, Emmanuel Trump, di président de la France. Voilà. Donc les dirigeants arabes se réunissent une nouvelle fois au Caire pour discuter donc du sort de Gaza et de ce projet, hem, complètement farfelu sur le papier de Donald Trump. L'Égypte, alors dans son rôle habituel d'intermédiaire complaisant, donc qui essaye toujours de manier, la chèvre et le chou, obtenir l'aide américaine, pas se fâcher avec Israël, tout en étant copain avec les autres pays arabes, heu, donc essaye d'obtenir ce qu'on appelle un cessez-le-feu durable. Alors c'est marrant, on parle pas de cessez-le-feu, on parle de cessez-le-feu durable. Parce que malheureusement, ils savent très bien que dans cette région, le cessez-le-feu, c'est en gros, à peu près toutes les 30 secondes et qui est remis en cause à peu près toutes les 3 minutes. Donc un terme qui revient à chaque crise, mais qui curieusement ne s'est jamais traduit en réalité tangible. Alors, ce sommet est l'exemple parfait du double discours qui gangrène la politique régionale. D'un côté, les chefs d'État arabes affichent leur solidarité avec la cause palestinienne, dénoncent la brutalité d'Israël, réclament une intervention internationale. De l'autre, ils entretiennent des relations commerciales et diplomatiques de plus en plus ouvertes avec Tel Aviv. Certains États du Golfe ont même officialisé leur rapprochement avec Israël ces dernières années sous couvert d'accords de normalisation qui n'ont servi qu'à enterrer un peu plus la question palestinienne. Dans les faits, ce sommet, en fait, si on peut l'appeler un sommet, ou du moins cette fosse maritime, est un exercice d'autosatisfaction destiné à donner l'illusion que le monde arabe agit, alors qu'il se contente de produire des communiqués indignés avant de passer à autre chose. Israël, lui, poursuit sa stratégie de fait accompli, étend progressivement ses colonies, bombarde Gaza à intervalles réguliers et impose sa loi sur les territoires occupés sans la moindre contrainte internationale. L'autorité palestinienne, gangrénée par la corruption et l'inefficacité, n'a plus aucun poids et le Hamas joue son propre jeu en misant sur la confrontation permanente. Au final, ce sommet ne changera rien, du moins, moi c'est ce que je pense. Il permet juste aux dirigeants arabes de sauver la face auprès de leurs opinions publiques pendant que la situation sur le terrain continue de se détériorer. Et, in fine, c'est aussi un peu pour eux de dire bon bah Trump, si tu as envie, pourquoi pas. Par contre, les réfugiés chez les autres, pas chez nous. C'est surtout ça. Je pense que là où, sauf si certains arrivent et disent: «Ah peut-être que contre quelques milliards de dollars, quelques F-35», je ne sais pas. On ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, on n'est pas, on est face à une problématique et c'est vrai que la seule chose positive, de ce projet de Trump et Gaza, c'est qu'au moins il propose quelque chose. C'est peut-être complètement débile, mais au moins ça fait réagir. On n'est plus dans le statu quo, Israël légitime à se défendre et les pauvres Palestiniens, légitimes à se défendre et au final, il y a rien qui se passe, il y a rien qui change et aucun des 2 n'est réellement légitime à assassiner l'autre. Du moins, aucun des 2 n'est légitime à assassiner l'autre. Alors sinon, ce matin, on vient aussi d'annoncer le décès d'un personnage français. Alors bon, bah, voilà, c'est pas le bon anglais. Donc, Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, est mort.
Alors moi, j'ai une histoire un peu particulière avec Jean-Louis Debré. Alors je sais, on doit pas cracher sur les morts, c'est pas bien et cetera. Mais je me souviens, alors ça j'étais adolescent, donc ça date. À l'époque, il était ministre de l'intérieur et il avait réprimé, si je me trompe pas, certaines manifs et donc il était mal vu, pour moi, jeune lycéen et donc je me souviens de l'avoir croisé au salon du livre, j'étais de dos, je me retourne, je me retrouve face à Jean-Louis Debré qui veut me serrer la main et moi, en réflexe, je lui dis: «Je ne serre pas la main aux gens». Bon, je ne dirai pas de mots interdits sur cette antenne. Son service d'ordre m'a poussé sur le côté. Mais voilà, j'ai ce souvenir. Je m'en excuse pour la mémoire de Jean-Louis Debré, ce qui, et surtout pour sa famille, donc il faut penser surtout à la famille. Mais j'aimerais faire un petit retour sur l'homme. Parce que, on va avoir des chroniqueurs de plateau qui vont nous dire à quel point et cetera. Mais avec lui, c'est quand même un des derniers vestiges du gaullisme d'apparat. Donc fils de Michel Debré, ce pur produit de la noblesse républicaine a navigué toute sa carrière dans les couloirs du pouvoir, oscillant entre poste ministériel, présidence de l'Assemblée nationale et bien sûr le prestigieux Conseil constitutionnel. Et l'hommage unanime de la classe politique relève d'un automatisme pavlovien. Chacun y va de son petit tweet ému, saluant le grand serviteur de l'État, le républicain intransigeant. Mais quel est son véritable bilan? À part avoir été le fidèle, l'homme de main, comme on dit, le barbouze de Jacques Chirac, et un président du Conseil constitutionnel qui a rarement bousculé le pouvoir en place, son héritage, en fait, c'est quasiment du néant. En réalité, Debré, il symbolise cette génération de notables politiques qui ont traversé la Ve République sans jamais rien faire. Un gestionnaire plus qu'un visionnaire, un conservateur du système plus qu'un réformateur. Son décès, ça n'entraîne ni regret, ni soulagement, ni rien. En fait, il y a rien. C'est l'indifférence, puisqu'il marque simplement la fin d'une époque où la politique se pratiquait encore entre grands notables respectables, avant que le marigot macronien ne transforme tout en gestion chaotique d'ambitieux sans colonne vertébrale. Alors je suis désolé, j'ai un peu écrit avant, hein, voilà, parce que comme j'étais tout seul, j'avais peur de me perdre dans ma pensée. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que franchement, à un moment, oui, je suis d'accord, paix à son âme, je suis pas religieux, je m'en fous, mais toutes nos condoléances pour la famille et cetera. Mais qu'est-ce que ce bonhomme a apporté à la politique française? Franchement, on cherche, on cherche. On peut dire, Nicolas Sarkozy a apporté beaucoup à la politique française. Il a apporté, par exemple, la guerre en Libye. C'est pas rien. C'est un truc pour lequel on pourrait être poursuivi à la Cour pénale internationale. Pas mal ça. Qu'est-ce que Dassault, je vois le nom de Dassault, a apporté à la politique française? Bah, au-delà du fait de donner du boulot à tous les ministres, pour, aller vendre son Rafale à l'étranger, concrètement, Dassault, il a fait quoi? Ah si, il a inventé le paiement de vote en France. C'est-à-dire qu'on filait quelques billets contre des votes. Bon, Hollande, à part, avoir, dynamisé les startups de rencontres digitales grâce, à ses, turpitudes scooteresques, qu'est-ce qu'il a apporté à la France? Alors, on sait ce que ces gens nous ont enlevé. Ce qu'ils nous ont apporté, c'est une bonne question. Je pense que ça mériterait une émission. Qu'en pensez-vous? Une émission, alors je vois marqué Black Mirror, une émission comme ça. Plongée au fond de l'abîme. Qu'est-ce que ces gens nous ont apporté? Je pense que les émissions risquent d'être très courtes parce que ce sera à chaque fois, on aura beau chercher, on trouvera rien. Ce qui est sûr, c'est que voilà, bon,
on va voir tous les les mecs sur les plateaux, dire: «Oh là là, hem, Jean-Louis Debré» et cetera. Donc concrètement, donc son décès ne change rien à la vie des Français, mais il offre une belle opportunité aux éditorialistes pour meubler le plateau télé. Avec ça et Trump, ça leur fera 2 sujets aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que voilà. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Alors, je reprends mon plan, hein. C'est encore ce Donald Trump! Qu'est-ce que tu as fait, Donald Trump? Donc Donald Trump est en pleine guerre commerciale et c'est là où ça va être intéressant. Pourquoi? Alors, je vous partage, l'article. Alors je suis désolé, j'ai été fainéant aujourd'hui. J'ai pris que des articles du Monde. Généralement, j'essaye de varier, mais là, c'était plus facile. Donc il a commencé à mettre des taxes de douane, donc sur le Canada, le Mexique et à la Chine. Et donc clairement, il rentre dans un rapport de force. Alors Trudeau a dit, «Bah, si c'est comme ça, moi je te mets des taxes de douane». La présidente mexicaine a assuré qu'elle, elle avait un plan A, un plan B, un plan C. Alors j'espère que le plan C avec Donald Trump, c'est pas ce que je pense, et un plan D. Ce qui est sûr, oui, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Heu, Ce qui est sûr, c'est que Pékin, donc eux, ont annoncé des contre-mesures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les contre-mesures chinoises? À voir. Mais c'est maintenant qu'on va voir le futur de la géopolitique. Pourquoi? Parce que c'est en fonction justement de ce rapport de force qui va s'établir entre les différents pays et leur capacité ou pas à faire plier les États-Unis, qu'on va voir se redessiner justement la carte géopolitique. On va voir quel est le pays qui a les tripes ou l'ascendant pour pouvoir faire plier et ceux qui vont se coucher avant même d'avoir combattu. C'est clair que je préférerais moi avoir comme présidente la présidente du Mexique qui a un plan A, un plan B, un plan C et un plan D, que notre président Emmanuel Macron qui va faire des courbettes à Donald Trump comme un bon customer. Ce qui est sûr, c'est que ça va être très intéressant. Alors, il faut savoir que c'est quand même on va dire la seule mesure qu'on a l'impression depuis le début de son mandat, Donald Trump connaît. Donc comme un disque rayé, il décide, il dit: «Tarif, tarif, on va leur mettre des tarifs». Donc Donald Trump a décidé donc de réimposer des droits de douane au Canada et au Mexique. Alors c'est très drôle parce que c'est quand même les Américains qui ont poussé à signer des traités de libre-échange avec ces 2 pays-là. Mais bon, histoire de donner l'illusion donc qui défend les intérêts des Américains. Résultat, donc une escalade commerciale prévisible où chacun réplique à coups de taxes et de barrières tarifaires. Le Canada proteste, la Chine s'indigne et du moins, le Mexique s'indigne et la Chine se frotte les mains. Parce que les industriels américains, ils ont déjà commencé à faire leurs comptes et la vraie question, c'est est-ce que Donald Trump a une vision économique ou est-ce qu'il se contente d'improviser au gré de ses humeurs? Tout porte à croire que la deuxième option est la bonne. Pendant ce temps-là, l'économie mondiale continue à tanguer sous l'effet de décisions absurdes prises par des décisions qui semblent avoir oublié que le protectionnisme mal maîtrisé finit toujours par appauvrir tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on appelle le protectionnisme mal maîtrisé? On peut faire du protectionnisme intelligent quand on a des filières qui permettent à un pays d'être autosuffisant et donc de limiter la prédation des entreprises, étrangères. Maintenant, quand on a des secteurs où on dépend 100 de l'importation et que ces secteurs sont critiques, c'est plus compliqué et généralement, si on s'y prend mal, bah, je peux vous dire, on dit: «C'est un peu la merde». Donc on va bien voir, comment les choses vont se faire. Ça va être très intéressant justement de voir les rapports de force réels. Alors, on voit justement que ça a déjà des effets, en particulier, chez les entreprises européennes, parce que nous, on est tellement dans un marasme où rien ne bouge que, bah, justement, ce côté Donald Trump,
qui change les règles. Le business, généralement, aime une certaine continuité. Négative ou positive, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la stabilité. C'est-à-dire ça peut être pourri tout le temps, mais il faut que ce soit pourri tout le temps. Pas être bien pourri, bien pourri, bien pourri, ça ils aiment pas. Et donc, ils sont en train d'essayer tous de sauver les meubles, de réfléchir comment on fait, et cetera. Et en même temps, ils savent pas quoi faire. Donc il y a ceux qui prennent la stratégie: «Bon, ben, on va essayer, on va délocaliser, on va trouver un moyen». Il y a ceux qui disent: «Bon, ben, on va serrer les fesses pendant 2 ans parce que de toute façon, il va lors des midterms, il va se faire calmer». On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué et on va voir. On va voir ce qui va se passer. Heu, Moi, je pense que ça va être très, très compliqué pour certaines entreprises pour lesquelles le marché américain était critique. Peut-être que justement, ils repenseront et se diront: «Bah, peut-être qu'il vaut mieux bosser avec nous que bosser avec les Américains ou bosser avec des pays plus fiables». On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, certains pays ont des plans. Nous, eh ben, peut-être qu'on en a un et je vais vous expliquer pourquoi dans le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est justement, on va parler de plan et devinez qui a été nommé par François Bayrou à sa succession au Haut Commissariat au Plan. Ce monsieur-là. Qui est ce monsieur qui ressemble un peu à un homme méduse ou un homme aquatique, un homme transparent, pourrait-on dire? Qui est Clément Beaune? Clément Beaune, l'homme qui va être commissariat au plan. Parce que ouais, il faut quand même qu'on ait un plan. Même si, apparemment, le pour, comment ça s'appelle? Heu, le, François Bayrou, le plan, c'était surtout, un plan, caché, si on peut dire ça comme ça. Pour parce que voilà, c'était un placard, on va être très, très clair. Mais je vais vous parler un peu de Clément Beaune. Alors Clément Beaune, je lui ai trouvé un surnom, c'est l'éternel survivant du macronisme en quête d'un placard doré. Donc Clément Beaune est l'exemple parfait du technocrate égaré en politique, toujours prêt à rebondir d'un poste à l'autre, sans réelle légitimité populaire ni vision marquante. Ancien conseiller d'Emmanuel Macron, il a été parachuté ministre à plusieurs reprises avant de s'échouer lamentablement lors des législatives de 2024 où il a été éjecté dès le premier tour. Mais dans la Macronie, perdre une élection n'est pas une fin de carrière, c'est souvent le début d'une reconversion confortable dans une institution publique. Ah bah oui, faut bien. Et donc là, c'est précisément ce qui vient de lui arriver avec sa nomination à la tête du Haut Commissariat au Plan. Donc, mais comme j'aime bien le monsieur, j'ai décidé de creuser un peu plus. Et qu'est-ce que je vois? Donc c'est un CV taillé pour le recyclage. Qu'est-ce que c'est un CV? Non, il n'a pas travaillé chez Veolia, donc il ne sait pas valoriser les déchets, même si apparemment, il sait bien se valoriser lui-même. Clément Beaune est cette caste justement de hauts fonctionnaires qui naviguent d'un ministère à l'autre sans laisser de traces. Au moins, on peut dire c'est durable, hein, il y a pas de déchets derrière, il emmène les déchets avec lui. Énarque jusqu'au bout des ongles, il a passé une grande partie de sa carrière dans l'ombre de Macron, jouant les experts en affaires européennes avec une arrogance feutrée, mais un certain talent pour le verbiage creux. À l'Europe, il s'est illustré par ses postures conformistes, répétant en boucle les éléments de langage sur la souveraineté européenne, tout en s'alignant servilement sur Bruxelles et Berlin. Quand il passe au transport en 2022, il découvre avec stupeur que les routes, les trains et les aéroports ne sont pas des concepts abstraits, mais des infrastructures qui exigent des décisions concrètes. Son bilan, une série d'annonces vagues sur le ferroviaire et une gestion timide des grèves. Rien qui ne mérite qu'on se souvienne de lui. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on est face à un parachutage politique grotesque. Donc après son échec électoral cuisant en 2024, Beaune aurait pu se retirer discrètement, mais dans l'univers macronien, il n'est
jamais question de responsabilisation. On se souvient d'un certain ministre qui a laissé déraper le budget. Apparemment, il est en Suisse, ça se passe bien, il doit faire du ski. François Bayrou, désormais Premier ministre, dans une ironie qui en dit long sur l'état de la Macronie, lui a donc offert un strapontin prestigieux à la tête du Haut Commissariat au Plan. Ce machin gaulien ressuscité par Macron, alors je dis bien machin parce que c'est devenu un machin, donc pour occuper Bayrou devient désormais une sorte de maison de retraite dorée pour les macronistes en disgrâce. À quoi sert ce Haut Commissariat au Plan? En théorie, à définir des stratégies économiques et industrielles à long terme. En pratique, c'est une coquille vide où l'on produit des rapports que personne ne lit et où l'on justifie son existence par des réunions interminables. Beaune, fin connaisseur de la langue de bois, y trouvera probablement un terrain de jeu idéal pour disserter sans fin sur l'avenir du pays, tout en évitant soigneusement de se confronter à la réalité du terrain. Mais alors, pourquoi, justement, parce qu'il y a tellement de macronistes à recycler, pourquoi lui? Et donc, si Beaune obtient ce poste, ce n'est pas tant pour ses compétences, mais parce qu'il coche toutes les cases du bon soldat macroniste. Il est docile, discipliné et parfaitement interchangeable. C'est très important ça. L'interchangeabilité des macronistes, c'est fondamental. Son absence totale de charisme et son incapacité à porter une ligne politique claire n'ont jamais été des obstacles dans le système Macron, bien au contraire. D'ailleurs, qui se souvient de notre ancien Premier ministre, Gabriel quoi? Oui, on ne sait plus, tellement il était inexpressif. En réalité, cette nomination est symptomatique d'une élite politique en bout de course qui recycle inlassablement les mêmes profils déconnectés des préoccupations populaires. Pendant que la France est en crise économique et sociale, le pouvoir continue de distribuer des sinécures aux battus des urnes. Pour moi, donc, c'est une illustration typique de cette Macronie à bout de souffle. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec Beaune, le Haut Commissariat au Plan va devenir un cimetière d'idées molles et de rapports inutiles. Cette nomination illustre une nouvelle fois l'incapacité de ce gouvernement à se renouveler autrement qu'en recyclant ses échecs. Le peuple, lui, peut toujours attendre des décisions courageuses. Ce n'est visiblement pas à Beaune qu'il faudra les demander. Alors désolé, j'ai un peu chargé le monsieur, mais quand même, putain, pardon. C'est quoi ça? Pourquoi ce mec-là existe encore? Même dans la fonction publique, on devrait le virer. Je m'en fous s'il a été fonctionnaire, qui a payé pour qu'il ait son concours? Comment ces gens bref, je suis désolé, hein, peut-être que j'ai été méchant. Certains disent: «C'est pas du journalisme, mais un travail de fossoyeur». Je suis désolé, voilà et franchement, je suis resté à l'écume des choses parce que le pauvre, je voulais pas qu'il au cas où s'il tombait sur, cette chronique, déprime un peu. Je me suis dit: «Ce serait pas sympa». Il vient d'être nommé, peut-être qu'il a peut-être qu'en fait on a mal compris, peut-être tout bêtement, Clément Beaune, les commissariats au plan de sa propre carrière politique. C'est ça que probablement on n'a pas compris. Ce qui est sûr, c'est que bon, on voit bien que c'est quand même d'un désespoir et j'ai toujours oublié le nom de famille de l'ancien premier ministre français. C'est pas Manuel Valls, c'est pas Jean RATP, c'est pas alors attendez, comment il s'appelait l'autre là? Laurent Barnier? Laurent Baffy non, François Barnier? Ben je sais plus et c'est qui le dernier? Gabriel. Alors c'est pas un archange, ça c'est sûr. Je sais qu'il était premier sinistre effectivement, mais Gabriel Barnier. Ah voilà, Gabriel à table, c'est ça. C'est un grand chef, c'est ça? Et ah, c'est pas celui qui était petit ami, de Juan Branco à l'école alsacienne? Du moins, je sais plus. Ouais, c'est ça et franchement, j'ai du mal, j'arrive pas, mon cerveau fait,
j'arrive pas à me souvenir. Après, il y a eu Dominique de Villepin. Manuel Valls, on le connaît parce qu'en fait, tout le monde le déteste, mais qui ont été les autres? Ah si, il y a le panda aussi, j'ai oublié le panda. Le panda, l'homme, qui s'est Michael Jacksonisé. Il était blanc, il est devenu noir, ou il était noir, il est devenu blanc. Bref, concrètement, je mets au défi n'importe lequel de mes auditeurs de me citer depuis le premier quinquennat de Macron, tous les premiers ministres dans l'ordre. Mais comme ça, hein, sans en oublier un seul. Alors certains disent: «Attal, vous êtes sûr que c'était lui?» Moi j'ai un doute, hein, il a pas beaucoup bossé. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est Michel Sapin aurait été premier ministre, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si Michel, Sapin a été premier ministre, mais le macronistan, sans le sapin. Alors, on va se perdre. On va parler d'un dernier sujet en particulier. Alors, je sais que certains, ça va pas leur plaire parce que bon, on va être un peu acide sur la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un scandale où justement le baba au rhum, puisque si vous vous souvenez non, j'avais, surnommé François Bayrou l'île flottante. Parce que l'île flottante, c'est un truc informe qui flotte au milieu d'un truc qu'on connaît pas bien la provenance. C'était en opposition à François Hollande, Flamby, donc qui était mou, bougeait beaucoup, mais au final, avait la tête à l'envers et ça dégoulinait de partout. Là, c'est un peu différent. Donc l'île flottante qui essaye à tout prix de masquer, son implication ou son dédain, hein, parce qu'en vrai, cette histoire, c'est pas qu'il était informé ou pas. On va être très clair. C'est qu'il en avait strictement rien à foutre. Voilà la réalité. C'est ça le scandale. C'est que ça l'a comme, disait, un certain ancien président de la République, ça en a touché une sans faire bouger l'autre. C'est ça. Il y a pas de secret. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est la grande spécialité de l'Église catholique depuis quelques années. Dès qu'il y a un scandale, d'abus, on le voit d'ailleurs, ils l'ont fait aussi avec, l'abbé Pierre, hein, où maintenant on sait que, tout le monde savait et qu'ils ont même nommé des gens pour l'empêcher d'approcher les femmes. Donc qu'est-ce que l'Église fait maintenant? Ils créent des comités. C'est-à-dire qu'il y a un côté très politique qui font des comités Théodule, donc un nouveau comité pour enterrer l'affaire Bétharam. Donc le scandale des abus sexuels au sein de la congrégation de Bétharam aurait pu être l'occasion pour l'Église catholique de faire un vrai examen de conscience. Comme d'habitude, on assiste à la mise en place d'une commission d'enquête qui, sous prétexte de transparence, servira surtout à diluer la responsabilité de l'institution. L'histoire est tristement répétitive, alors on se souvient du cardinal Barbarin, etc. Des témoignages accablants émergent, les médias s'emparent de l'affaire, la pression monte, et l'Église, dans un logique de mea culpa, finit par promettre des mesures. Mais une fois la tempête médiatique passée, tout est remis sous le tapis. Le Vatican est maître dans l'art d'éteindre les incendies sans jamais réformer en profondeur et sait que toujours le temps joue en sa faveur. Les victimes, elles, attendront encore des années avant de voir la justice être rendue, si tant est qu'elles le soient un jour. Et pendant ce temps, l'Église continuera à jouer son rôle moral dans la société tout en protégeant ses propres intérêts. Une hypocrisie qui malheureusement dure depuis bien trop longtemps. Et donc c'est vrai que ça, on a l'impression, c'est alors je suis désolé, j'adore. J'adore. Sébastien Durand, je vais tweeter ça. Clément Beaune, nommé Haut Commissariat au Flanc. Celui qui me vole ce tweet, je lui fais un procès. C'est juste génial. Je vais afficher le commentaire. Ça, c'est bon, ça.
J'adore, j'adore. Ce qui est sûr, c'est que alors Hipatie dit: «Oui, alors ils reconnaissent la responsabilité, c'est toujours comme ça. Ils reconnaissent la responsabilité, mais ils ne reconnaissent pas les responsables». C'est très facile de dire: «Nous sommes collectivement responsables». Des gens savaient, des gens ont étouffé, ces gens ont des noms, ces gens ont des responsabilités. Donc c'est important, c'est très important justement que chaque individu soit poursuivi pour sa part de responsabilité, quand il en a une. Et sinon effectivement on est toujours dans un truc, on reconnaît, une culpabilité, mais il y a jamais de coupable. C'est comme, Bruno Le Maire: «Mais je suis désolé, c'est, Jean-Louis là, le stagiaire Excel, il m'a donné un Excel, il s'était planté sur la formule. Moi je suis désolé, hein, j'avais pas vu qu'en coupant les impôts, il y aurait, un déficit qui allait exploser. On m'a rien dit, hein, c'est la faute de Jean-Louis. Mais bon, peut-être qu'en fait c'est son tuteur de stage» et peut-être ce qu'il disait exactement, comme dit Sébastien Durand: «Le problème, il a un nom et une adresse». Et c'est pour ça que c'est très important. Il faut toujours se méfier de «nous reconnaissons notre responsabilité». Très bien, mais qui savait? Qui a fermé les yeux? Et c'est pour ça que pour moi, beaucoup de gens disent: «Est-ce que Bayrou ou pas savait?» C'est pas ça le sujet. C'est pourquoi François Bayrou en avait rien à foutre. Et je suis désolé d'employer ce terme, mais c'est ça la réalité. C'est que malheureusement les abus sur enfants, très peu de gens en France en ont quelque chose à faire. Et quand les gens en ont quelque chose à faire, souvent ils vont être ostracisés pour le reste de leur vie, pour l'avoir fait. Et le hasard de la vie fait que je sois ami avec, un juge qui a été, sali, sa réputation, heu, quasiment détruite, qui est le juge Burgot, qui a eu un courage admirable lors d'affaires de Outreau. Il faut savoir que dans les acquittés d'Outreau, beaucoup sont retombés par la suite pour les mêmes faits et que si vous lisez le détail des acquittements, les gens n'ont pas été acquittés sur le fond. Ils ont été acquittés sur la forme. Pourquoi? Parce que les enquêtes avaient été mal menées, parce qu'il y avait des vices de forme. Et notre ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était un spécialiste justement, un spécialiste de trouver les failles judiciaires. Et pour ceux qui suivent un peu, la justice, il faut savoir que la majorité des, affaires gagnées ne sont jamais sur le fond. C'est sur des questions de forme. Il a pas reçu le recommandé au bon moment. La garde à vue, il a pas machin, donc on fait annuler des preuves, on fait et donc au final, les gens sont acquittés pas parce qu'ils sont innocents, parce que la justice a été incapable de les condamner. Alors, il y a quelques différences notables. Par exemple, on va prendre l'exemple de Julien Bayou. Parfois, il y a pas de témoin. Donc s'il y a pas de témoin ou du moins il y a pas de preuves matérielles. S'il y a pas de preuves matérielles, c'est une chose. Mais parfois, les preuves existent, mais on va dire: «Ah mais non, c'est pas bon, il vise de forme» et les gens s'en sortent. Je rappelle que historiquement, Al Capone n'est pas allé en prison pour ses crimes, il est allé en prison pour fraude fiscale et souvent c'est comme ça. Donc il faut c'est important, alors je dis pas ça forcément pour, réhabiliter, Fabrice Burgot, mais quand on voit les livres qui ont été écrits a posteriori et ceux qui se sont fait recondamner d'ailleurs, il y a eu des procès récemment d'Outreau, qui se sont fait recondamner pour les mêmes faits et qu'on a dit: «Les pauvres innocents» et cetera. Il faut faire très attention, surtout sur les cas d'enfants. En plus, il y a eu un problème, c'est-à-dire que tous ceux, qui comment ça s'appelle? Sont, en, contact avec des enfants, qui ont des enfants,
on parle beaucoup ce qu'on appelle le concept d'aliénation parentale. Moi, j'ai beaucoup étudié cette question de l'aliénation parentale. La capacité d'un des 2 parents à laver le cerveau de son enfant, l'endoctriner et lui faire répéter de manière cohérente le même témoignage plusieurs fois à des enquêteurs, sans que la personne soit présente. Pour tous ceux qui ont eu des enfants et qui ont tenté de faire apprendre une poésie à un enfant et que l'enfant s'en souvienne plus de 3 semaines, je porte mon chapeau. Tous les autres savent que c'est quasiment du domaine du miracle de réussir à faire apprendre quelque chose d'aussi complexe qu'un témoignage d'abus sexuels à un enfant et qu'il soit capable de le répéter aussi précisément, de manière parfois pas avec les mêmes mots, plusieurs fois, sans incohérence, à des enquêteurs. Et que par conséquent, se dire, parler immédiatement: «Non, il y a une aliénation parentale», c'est généralement pour pouvoir masquer la dé on va dire dédouaner un témoignage. Mais essayez, prenez votre petit-neveu, prenez essayez de lui faire apprendre. Les enfants ne mentent pas naturellement, surtout, face à ce genre de choses, surtout face à un policier qui impressionne. Essayez. Moi, je me souviens enfant, ça avait fait, mon père avait été furieux justement. Mon père grille un feu rouge, un policier l'arrête et le policier dit: «Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête?» Et mon père dit: «Non, pas du tout» et «Bah, vous avez grillé le feu» et mon père dit: «Non, non, le feu était vert» et moi derrière dans la voiture, qu'est-ce que j'ai? «Mais pas du tout! Je te l'avais dit que le feu était rouge». Bon, ça a coûté cher à mon père, il a fait la gueule, mais voilà la réalité. La réalité, c'est vraiment c'est très, très, très compliqué de faire apprendre un témoignage circonstancié, justement sur ce genre de choses. Alors, je en Cousinger, quand je dis: «Prenez votre petit-neveu», c'est juste, par exemple, essaye de lui faire apprendre, mais un paragraphe de n'importe quoi, d'une poésie, mais vous vous rendez pas compte qu'en est parent, c'est, heu, très, 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 très compliqué. Alors, Fred Krumm dit: «L'aliénation parentale, c'est du travail constant, c'est une imprégnation sur le long terme, mais c'est sur le domaine du changement de la nature des sentiments, pas sur la réécriture du réel». Tout à fait. On peut avoir des enfants qui vont être défiants, qui vont détester, mais un enfant qui est capable de répéter à des enquêteurs aguerris, des enquêteurs différents, la même histoire sous plusieurs angles. Déjà, il faut se comprendre à une chose. Pour être capable de construire un faux témoignage complet, structuré, qui tienne la route, pour un adulte, c'est déjà très, très dur de pas être mis face à ces, contradictions et cetera. C'est très, 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 très dur. Mais alors imaginez ce qu'il faut à un parent pour être capable, en particulier souvent on parle de gens de familles simples et cetera, capables de construire un témoignage qui soit cohérent, avec des éléments circonstanciés, des questions de temporalité et cetera. Que ces témoignages puissent être inculqués à l'enfant, qui va être capable de le répéter avec moult détails et sans incohérence. Voilà. Mais Dupond-Moretti, lui, n'en avait rien à foutre des enfants victimes. Je sais que justement, monsieur Bourgault m'avait dit qu'il recevait encore aujourd'hui des lettres, des victimes d'Outreau, lettre d'ailleurs qu'il m'a montrée et qui évoquait justement, encore le fait: «Vous êtes le seul qui nous avait cru. Mon bourreau est dehors». Vous imaginez? Et effectivement, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que dans ces affaires où on a très vite, mis en cause la parole des enfants, il faut faire très attention. Un enfant, il peut on
il peut effectivement déformer, mais à un moment, il va être incohérent. Il faut se rendre compte, hein, c'est pour ceux qui ont fait un peu d'enquête réelle ou travaillé sur des enquêtes, c'est très, très, très compliqué de créer un faux, témoignage complet. C'est très, très, très compliqué et alors encore plus dans ce genre de choses. Donc ce qui est sûr, c'est que voilà, je pense qu'il faut aller au fond des choses. Il faut régler le problème de la pédocriminalité en France. Il faut poursuivre très sérieusement ces gens-là. Il faut condamner sérieusement et surtout, alors moi, c'est ma vision, tous ceux qui ont fermé les yeux, qui savaient mais se sont tus, méritent aussi d'être condamnés. Parce que c'est plus possible, on peut plus détourner le regard à chaque fois. De la même manière que il y a la fameuse non-assistance à personne en danger. Quand on voit un SDF en train d'agoniser dans la rue de froid, bah, quand on tourne le regard, on est on se met en situation criminelle et ça, il faut qu'on commence à repenser en termes de civilité, de société et de solidarité. On ne laisse pas un être humain souffrir et on tourne la tête. C'est pas possible. Désolé, hein, je m'emporte un peu, mais il y a des sujets comme ça sur lesquels je suis très, très, très intransigeant. Alors, avant qu'on conclue pour aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'ai un truc un peu sympa à vous montrer en conclusion après, que j'ai préparé, donc j'ai même fait, des sous-titres pour ça, qui est un justement une, une vidéo assez drôle qui est sortie dans Saturday Night Live. Donc ils ont trouvé, un autre angle de caméra, pour la rencontre, Zelensky-Trump. Donc, pas l'angle où ils se battent, encore un autre angle et que j'ai fait sous-titrer en français. Donc, Hypatie a une question et n'hésitez pas, vous avez le droit de poser toutes vos questions. Alors, vas-y Hypatie. Voilà, elle m'a trollé, donc elle a dit qu'elle avait une question, elle n'écrit pas sa question. Donc, est-ce qu'il faut défendre la recherche française? Oui. Alors, pas mal ça. J'ai pas de question parce que je connais déjà la réponse. Ça, c'est pas mal. De toute façon, moi, j'ai déjà la réponse à tout, c'est 42. Alors, la question. Il faudra 500 signatures à des partis politiques marginalisés, notamment les souverainistes. Est-il possible d'écrire à Bayrou, faire une pétition pour changer cela? Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose, mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que vu qu'il fout rien, peut-être qu'au moins ça, il le fera, parce que ce sera moins de gênant politiquement. Parce que reconstruire l'industrie, sauver la sécu, les retraites et tout, ça c'est polémique quand même. Ça, c'est peut-être qu'on sait jamais. On pourrait voir. Alors je ne sais pas si Bayrou va se torcher avec, apparemment il avait un peu la courante au salon de l'agriculture parce que vu les émanations qui sont sorties non, je plaisante. Hem, à voir, à voir. Ce qui est sûr, c'est peut-être qu'il faut se mobiliser là-dessus. Alors, il y a pas que les 500 signatures comme problématique, hein, pour les présidentielles. Il y a l'équité du temps de parole, ça c'est un gros sujet. Certains disaient qu'on pourrait passer par exemple à 10 000, parrainages citoyens. Pourquoi pas? Au moins comme ça éviterait, les candidats trop huluberlus. Mais un des gros sujets pour moi, un des gros sujets sur lequel aussi il faudrait, pour le bien-être de la démocratie, agir, mais aussi pour la question de l'environnement, c'est le bulletin unique. Ça marche très bien dans pas mal de pays, c'est-à-dire qu'on a un seul bulletin où on coche pour qui on vote. Ça évite de dépenser énormément d'argent et en particulier de faire des bakchiches aux partis politiques quand on leur rembourse les frais d'impression des bulletins. Alors en coup Stinger, de je ne sais pas s'il y avait moyen de prendre un contact, mais ce qui est sûr, c'est que ça se trouve, il nous a refilé la gastro.
Donc peut-être qu'il valait mieux éviter justement. Plus sérieusement, je pense que si Georges avait tenté une approche, j'aurais dû aller, reconnaître son corps après. Parce que vu le nombre de mecs de la sécurité super nerveux qu'il y avait, voilà, on verra bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Attention, 42. Mais c'est la vérité absolue, je suis désolé, c'est la réponse à tout. 42. C'est comme ça. Qu'est-ce que veux-tu? Alors, je regarde, on pourrait discuter du nombre de parrainages. Effectivement, de toute façon, je pense que on va voir. Il y a aussi la question de la banque de la démocratie, c'est important. Heu, alors Sébastien Durand, un seul bulletin, ça permet de supprimer le 2e tour. Non, mais c'est juste que faut comprendre une chose. Si vous imprimez 50, millions de bulletins, 50 millions de bulletins, si vous faites plus de 5 vont être remboursés par l'État. S'il y a, 14 candidats à la présidentielle, que sur les 14 candidats, il y en a au moins, je sais pas, 8 pour lesquels ça va être remboursé. Imaginons les millions d'euros que ça représente et le papier gâché. Si maintenant on a un seul bulletin, imprimé par l'Imprimerie nationale, bah, déjà, l'État n'a pas besoin de sortir de l'argent pour rembourser les partis n'ont pas besoin d'avancer de l'argent, donc déjà ça remet une équité financière entre les partis, c'est-à-dire qu'il y aura des bulletins pour tout le monde ou il y aura pas de bulletins et ne serait-ce qu'en termes d'écologie aussi, ça fait moins de papier. Donc c'est juste une question de bon sens, de gaspillage des ressources. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi refaire plein de fois la même chose? Donc c'est alors je j'ai plus les chiffres exacts, mais si je me trompe pas, c'est alors les bulletins, c'est pas forcément ce qui est le plus cher, mais pour les européennes, je crois qu'avec, ça doit faire, je vais pas dire de bêtises, on doit être 1 million de bulletins, 50 000 €, un truc comme ça. Donc vous faites le calcul pour 50 millions de bulletins. Donc c'est pas si cher, mais c'est quand même de l'argent public et nous, on avait bien négocié, hein. Certains, chiffrent ça beaucoup plus. Donc voilà, et fois X candidats et après donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça. Nous, on avait, je crois, imprimé 3 millions de bulletins pour toute la France. Hem, mais voilà, typiquement, cet argent pourrait être utilisé pour des choses plus intéressantes et en plus, c'est de l'argent de l'État puisque l'État va rembourser. Donc après, effectivement et Hugo, le dit très bien, il y a la question du temps de parole et l'équité du temps de parole et à votre avis, pourquoi on a créé ce média? C'est pour un peu, compenser notre invisibilisation donc doucement. Alors, Sébastien Durand, je pensais au système, je ne sais plus quel canton en Suisse, où il y a un seul bulletin dans lequel on met dans l'ordre les fonctions en préférence et un seul «Q». Alors oui, c'est les je vois ce type de vote, mais c'est pas praticable dans notre système et en plus, je suis pas sûr que ce soit très souhaitable que les gens, parce que les gens peuvent voter n'importe quoi après dans les autres choix donc voilà, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on on peut très simplement avoir un bulletin liste 1, liste 2. Ils le font au Portugal. Ça pose aucun problème et d'ailleurs, l'autre sujet, c'est les affiches. Les affiches pourraient être très bien, plutôt que tout le monde ait des grandes affiches, sur les panneaux électoraux, déjà, ça diminuerait la taille des panneaux électoraux. On ferait des affiches, comme ça à 2 qu'on imprimerait par bloc de 9 ou 12 et qui seraient collées par les agents municipaux. Ça économiserait de la colle, c'est que tout ça,
ça permettrait de diminuer le coût des élections et d'éviter parce qu'il faut comprendre une chose. Une des grandes magouilles pour, les grands partis, c'est de dire à l'imprimeur: «Tu vas surfacturer et après, toi, tu vas être remboursé par l'État», puisque il faut savoir que les grands partis n'avancent pas l'argent. C'est l'imprimeur qui est payé directement par l'État et après tu me redonnes une petite rétro-com. Donc les gens vont avoir tendance à mettre le maximum de ce que c'est facturable un bulletin et donc on va voir. Alors, par exemple, si tout le monde met Macron en dernier, il peut pas gagner du tout. Par exemple, écoute, en Roumanie, quelqu'un est arrivé en premier, ils ont dit: «Non, non, 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 on rejoue». Donc ces gens ne jouent pas au même jeu que nous, ils ont pas les mêmes dés, donc je ne sais pas. Donc moi, ce qui est sûr, c'est que, on pourrait faire quelque chose. Mais effectivement, il pâtit, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, est-ce que Georges va se présenter ou est-ce que c'est secret comme info? Alors il faut savoir une chose, Georges, comme tous les reptiliens, souffre d'une difficulté à garder sa forme non reptiloïde quand il se présente aux élections. Donc on va voir s'il peut justement, avec les nouveaux masques en latex faits par, les Chinois, garder sa forme non reptiloïde et donc se présenter. Mais si il ne peut pas et qu'il commence à se transformer, je suis pas sûr. Plus sérieusement, toutes les options sont sur la table. La politique étant ce qu'elle est, ce qui est important, c'est que le candidat le mieux placé de notre camp puisse se présenter et porter nos idées. Si c'est Georges, ce sera Georges et moi personnellement, j'espère que ce sera lui. Mais on verra bien. Alors je vois ceux qui sont en retard sur le live et qui voient que je dis des bêtises. Non, je suis désolé, mais quand je pense à tout ce qui se passe, oui et c'est pour ça. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui, une opposition peut encore gagner, en Europe? Si l'establishment n'est pas d'accord. Probablement que c'est pour ça que Mélanie, est rentrée très vite dans le rang. Parce que voilà et d'ailleurs, c'est une bonne conclusion ça, Noir Black Mirror, Beru. Il s'en tape de la démocratie. Ne jamais oublier ce que ce très célèbre, luxembourgeois a dit, Jean-Claude Juncker: «Il n'y a pas de démocratie contre les traités européens». Alors c'est qui les autres candidats de notre camp? Je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est trop tôt. Ce qui est sûr, c'est que, il y a des gens qui disent qu'ils vont changer la France parce que c'est maître docteur PhD, bon, je ne ferai pas de référence à aucun, prétendu candidat qui a une abeille, sur son drapeau français. Bon, moi, je ne suis ni maître, ni docteur, ni PhD. Je ne suis qu'un humble citoyen, donc on verra bien. Mais il va falloir, réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas être une partie de plaisir et ça va être tendu. Donc on verra bien comment c'est fait et Ankou Stinger qui essaie de me convaincre donc alors moi je veux bien venir à une seule condition, si c'est moi le maître du jeu. Parce que moi j'aime bien faire maître du jeu. Genre balancer des trolls et après d'un seul coup les mecs tombent dans une fosse et cetera et après il y a des Barlocks qui viennent les attaquer. Là c'est cool et après il y a des Space Marines et tout. Non mais sinon, jouer le truc, c'est moins marrant. Hem, alors, ouais, vous êtes, c'est bon, je vous ai lancé sur les questions là, vous êtes lâchés. Hem, déjà que peut-on faire? Vous allez voir la vidéo qu'on a publiée hier, vous likez, vous, comment ça s'appelle? Hem, vous mettez des pouces, vous partagez et cetera. Parce que plus on va grossir médiatiquement, plus on va réussir justement à toucher les esprits. Il faut savoir qu'avant, quand je tournais avec Georges, dehors,
bah, on tournait, il y a pas de problème. Maintenant, par exemple, au salon de l'agriculture, c'était infernal. On a passé plus de temps à saluer des gens et à dire qui nous disaient: «Ah, c'est bien ce que vous faites, c'est cool, continuez» et cetera, qu'à filmer. Alors en permanence, on avait des gens qui nous coupaient, qui étaient: «Ouais, alors moi, je suis patron d'une super boîte, on parle pas de ça» et cetera et moi, je trouve que c'est vachement bien, oui, le protectionnisme. Voilà et donc Fred, je ne sais c'est simple, qui est venu avant en premier, l'œuf ou la poule? Celui qui est venu avant, c'est l'astéroïde qui a détruit les dinosaures. Voilà. Donc on en reparlera. On fera des émissions justement avec, je pense François Coq et d'autres sur, comment on peut rénover un peu le système. Bonne journée à tous. Au revoir.